Camarade Ahmed Benbella, je reviens tout juste du Congo-Kinshasa et je dois dire que je suis particulièrement heureux de pouvoir m'entretenir avec vous. On peut dire que vous êtes un monument de l'histoire africaine et comme vous connaissez bien le Congo, vous savez que l'histoire au Congo a été effacée dans le sang. Et pas seulement l'histoire du Congo, mais l'histoire de l'Afrique tout entière. Oui, tout à fait. Et donc, je suis vraiment heureux de pouvoir parcourir quelques étapes de la révolution africaine que vous avez vécue directement en Algérie. Mais comme vous avez été impliqué dans les révolutions de tout le continent, je pense que pour la jeunesse congolaise surtout, il y a beaucoup à prendre de votre expérience. Alors, pour commencer notre entretien, je voudrais vous montrer une photo que nous avons retrouvée dans nos archives. C'est une photo où on voit le camarade Yerodia, qui vient d'être nommé vice-président de la République par Joseph Kabila, à côté de Che Guevara. Quels commentaires vous pouvez faire sur ces photos? Ben, ce n'est pas sans émotion que je vois cette photo. Résume un peu une partie de mon histoire même, n'est-ce pas? Le Congo est quelque chose qui m'a habité personnellement. J'étais en prison lorsque Lumumba a été tué, a été assassiné. Ce fait m'a complètement habité. Je suis sorti, disons, un peu habité par ça. Et je suis tout de suite devenu, après, évidemment, après la prison, j'ai passé 8 ans de prison et quelques chez les Français. C'était l'accession, disons, de l'Algérie à l'indépendance. Et donc je suis devenu président de la République, chef de gouvernement, ensuite président. Et donc, le problème du Congo m'a totalement absorbé, n'est-ce pas? Absolument absorbé. Et on venait d'assassiner Lumumba. Pour moi, c'était le fait dominant, n'est-ce pas? Mais voilà, il n'a fait qu'un peu ressusciter en moi d'autres images, d'autres concernant l'Afrique. L'Afrique a été totalement assassinée. Sincèrement, je donne. Elle a été assassinée pendant 400 ans, la traite. Et peut-être le deuxième crime d'humanité, après celui de la liquidation de la race rouge. Parce qu'on a liquidé la race rouge aussi. C'est pas un peuple, c'est une race. Hein. Comme M. Bush vient nous parler de démocratie. Oui. L'histoire des États-Unis commence par un génocide. C'est un génocide, mais bien avant les États-Unis, par les Espagnols, la découverte, rappelez-vous, par Christophe Colomb, Cortés. Non, c'est 500 ans d'histoire. Vous savez, actuellement, c'est 1492, la découverte de l'Amérique, jusqu'à aujourd'hui, c'est cette histoire assassine, vraiment. Elle peut être résumée par deux choses. Je pense l'histoire des hommes aussi. Deux crimes, vraiment difficiles à imaginer, à effacer. C'est la liquidation d'une race. La race rouge, c'est pas un peuple, c'est une race qu'on a liquidée. Et vraiment, on a saigné l'Afrique. On a saigné pendant 400 ans. La traite, c'est un assassinat, mais d'un continent. C'est pas un hasard non plus, parce que dans le système dans lequel on vit, depuis ce système libéral né il y a 500 ans, qui s'est parachevé par petites touches successives, c'est une histoire sanglante. C'est une histoire sanglante qui a fait deux victimes, l'Amérindien et l'Africain. C'est deux tombes c'est ces deux assassinats les plus abjects de l'histoire humaine. L'Afrique a été victime de sa richesse. Ce n'est pas un pays attardé, ce n'est pas vrai. J'ai visité Tombouctou, en l'an 1400, 1300 et quelques, Tombouctou, on y enseignait les mathématiques, les khawarizmi, les logarithmes pour aller sur la Lune.
On les a enseignés lorsque Paris ne connaissait pas ça. Tombouctou, qui se trouve actuellement au Mali. Oui, c'est dans le pays Touareg. Tombouctou, oui. On y enseignait les logarithmes pour aller sur la... On ne les enseignait pas à Paris. Hein. Il faisait 100 000 habitants. Paris ne faisait pas 100 000 habitants. Donc ce n'est pas un pays comme ça, comme on essaie de le dire, dénué d'histoire, de culture. Non, pas du tout. Là, au contraire, l'Afrique a été victime de sa richesse. De sa richesse d'abord en denrées, etc. L'eau et la richesse, parce que dans ce système mondial, malheur à vous si vous êtes riche. Il vaut mieux ne rien avoir, parce que sinon on vous le prend de la façon dont on l'a fait en Afrique, en créant ce qu'on appelle la traite. C'est dès le début, 400 ans d'histoire, où on a pris des frères africains de force. Je parle de ce qu'ont écrit des historiens européens. On évalue les morts de la traite à quelques 140 millions de personnes. Parce que quand on prenait de la façon dont on prenait, vous savez, hein, les guerres qu'on suscitait, les armes qu'on donnait à des tribus pour que, etc. Quand l'un arrivait à domicile après la traversée, le scorbut, la moitié qui mourait, la course aussi, parce qu'on se volait les Africains, entre Anglais, etc., Français. Eh bien, en moyenne, on tuait 15 lorsque un arrivait là-bas. Et les historiens occidentaux eux-mêmes donnent ce chiffre de quelques 140 millions de Noirs qui ont été tués pendant ces 400 ans. On a saigné ce continent. Vous assure très tôt, personnellement, ces choses-là, je les connaissais, vous savez. Je suis devenu militant à l'âge de 15 ans aussi. Mon pays aussi, on l'a saigné. Mon pays, vous savez... Si je peux me permettre, vous situez votre action révolutionnaire dans l'histoire. Oui, et je pense que pour les jeunes Congolais qui nous écoutent, c'est très important. Oui. Et en même temps, tout en vous situant dans une histoire de quelques 500 ans, ce serait bien de dire un peu à quel âge vous êtes plongé dans cette histoire. À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, je suis né dans un petit village, un tout petit village, dans les environs de Tlemcen, qui est une grande capitale culturelle, Tlemcen. C'est une très jolie ville, une très belle région. Je suis né dans un village à quelques 50 km. J'ai fait mes études de secondaire à Tlemcen. Et c'est là que je suis devenu ce que je suis maintenant. Je m'excuse si je rapporte ce fait. Je le fais sans, je vous assure, et surtout sans racisme, sans. Mais mon professeur nous a dit, Mohamed est un imposteur. Ça m'a blessé. Vous savez, j'avais 15 ans, 14 ans. C'est un adventiste, vous savez, tenez, un intégriste, hein, puisque nous parlons maintenant d'intégrisme. Et ça m'avait blessé. Ça m'avait blessé. Je suis resté malade longtemps et finalement, je devais devenir instituteur ou professeur. J'étais bloqué. Finalement, j'ai fait du sport. Je suis devenu un grand joueur de foot. J'ai joué à l'Olympique de Marseille par la suite. Mais j'ai intégré, disons, un parti politique qui était présidé par Messali Haj. Messali Haj, un ancien communiste qui vivait, c'était un travailleur, un vendeur de 4-16 ans, donc, mais extraordinairement intelligent, et qui était devenu communiste, au moment où l'émir Abdelkarim a battu à plate couture l'armée espagnole au Rif, rappelez-vous. Et personnellement, à l'âge de 415 ans, j'étais à fond pour cet émir, voilà. Et donc... C'était la résistance anticoloniale, l'armée. D'Abdelkarim, qui m'a fait adhérer au parti du peuple algérien, présidé par M. Ali Haj, dont je vous parlais, qui avait assisté à un congrès ici, le congrès d'une ligue anti-impérialiste. Voilà, anti-impérialiste, avec Ho Chi Minh, tenez, avec Ho Chi Minh. Et qui a créé, avec des Marocains, des Tunisiens, l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine. Ensuite, pour se spécialiser dans chaque région, disons. En Algérie, c'est devenu le parti du peuple algérien. J'ai adhéré à l'âge de 15 ans. Un an à peu près après que
ce professeur m'est touché dans ma... Vous savez, je ne suis pas un intégriste, mais je suis un musulman. Vous savez, je suis bien dans ma peau. Voilà. Et il m'a blessé et j'ai donc, au lieu de devenir professeur, etc., j'étais un révolté déjà. Et j'ai adhéré au Parti du peuple algérien, présidé par, à l'âge de 15 ans, 17 ans. Et finalement, mes études ne m'ont pas intéressé. Je suis devenu un joueur de foot. J'étais aussi, je faisais des études, mais disons, j'étais habité par autre chose. C'est comment libérer l'Algérie. Et tout naturellement, j'étais amené à faire la guerre, la fameuse guerre disons, 1940, rappelez-vous. Oui. J'ai fait cette guerre, j'étais appelé, j'étais décoré. Ça, c'est la guerre qui a commencé en Europe quand les fascistes allemands ont occupé la France. En France, voilà. La France qui occupait l'Algérie. Et les Allemands ont bombardé la France. J'étais dans une unité anti-aérienne. Et donc j'ai défendu, cette unité, les attaques de Stuka, etc. J'ai eu la croix de guerre, n'est-ce pas? Je suis rentré en Algérie tout de suite après. C'était 1940, ça. Vous savez, tout de suite après, je suis rentré en Algérie, mais habité déjà par cette idée nationale. Vous savez. Et donc j'ai continué à appartenir au PPA, qui était clandestin. C'était un parti clandestin. Mais donc vous avez été décoré par l'armée française. Oui, alors ça vient après. Ça vient après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, en Algérie. 1942. Et je suis mobilisé. Mobilisé parce que j'étais sous-officier, n'est-ce pas? Et je vais faire la guerre à ce moment-là en Italie. Alors là, c'est une autre histoire. C'est une guerre très dure, extrêmement dure. Mais voilà, c'est cette armée qui va aider à dégager l'Italie des nazis. J'ai fait Cassino, Alors, je m'excuse de vous dire ça, mais j'ai les plus grandes décorations. La plus grande, c'est la médaille militaire pour fait de guerre exceptionnelle. Vous savez, si je suis vivant, c'est pas de ma faute, je vous assure. Et j'ai été décoré là-bas par le général de corps, je me rappelle très bien, avec 4 ou 5 officiers. Alors français ceux-là, parce que les cadres, l'encadrement, pas mal d'officiers français. Et je rentre en Algérie, mais complètement habité par l'idée, disons, de libérer mon pays. Et là, je rejoins aussitôt le parti de Messali, n'est-ce pas? Donc, je deviens rapidement un responsable dans le comité central. Et je fais partie du comité central, c'est-à-dire de la direction du parti, même du bureau politique, parce que comme j'avais l'organisation, et surtout on a créé une armée secrète à ce moment-là, une armée secrète dans le parti pour libérer le pays, tout simplement. Je vous raconte pas tout parce que c'est très long, je préfère un peu. Jusqu'au moment où je deviens chef de l'armée de libération, de cet organisme qui va faire le 1er novembre la révolution chez nous. Alors, en quelle année? Ça, c'est en 1954. 54, n'est-ce pas? Et donc la lutte commençait en 2 ans, elle a duré 7 ans et demi. Mais au bout de 2 ans déjà, les Français avaient perdu Ils ont donc commencé des contacts avec nous, alors que j'étais au Caire, parce que, voilà, donc, personnellement, j'avais été arrêté en Algérie avant le 1er novembre, n'est-ce pas? Et je me suis sauvé de la prison, je me suis arrangé pour me sauver avec Massas, qui était aussi un des dirigeants de la révolution algérienne. Et c'est en passant à Paris, parce que je ne voulais pas aller par la Tunisie, on m'attendait par là-bas. Mais on n'aurait jamais cru que je passerais par la France pour aller vers le cœur, n'est-ce pas? C'est passe par la France. Et là, je m'arrange pour voir les responsables essentiels de la révolution. Boudiaf et Massas, à 3, nous travaillons pendant des journées et des nuits pour bâtir
un scénario de la lutte de libération, et je rejoins le Caire, n'est-ce pas, où la révolution venait d'avoir lieu, de Nasser, rappelez-vous. Je le vois très rapidement et nous devenons très très liés tous les deux. Et le 1er novembre 1954, la lutte commence en Algérie. La lutte commence en Algérie, très violente, très dure. Vous savez, il y avait 250 000 soldats français qui deviendront 850 000. Quand nous les mettrons dehors, il y avait 850 000 soldats et 2 500 000 Français. Nous avons payé très cher ça, très cher. Nous avons tué 1 500 000. Si on tue 1 500 000 les blessés, il faut multiplier par 4. Vous savez. Nous étions 8 millions d'habitants. On nous a saignés totalement. Mais on a battu vraiment, à plus de couture, l'armée française par des guérillas. Nous avions, disons, intériorisé les aspects de la lutte, comme ça, c'est des guérillas. Et je peux dire que la lutte algérienne a été une lutte profonde. C'est tout un peuple qui a, c'est tout un peuple, nos femmes, nos hommes, etc. Et on a payé très très cher, mais finalement ils sont sortis, n'est-ce pas? Mais vous avez fait la prison aussi à ce moment-là. Mais pendant que la lutte se poursuit, alors que nous négocions à la France, alors que nous avions un accord, je vais au Maroc voir le roi pour le mettre au courant, pour que nous allions tous les deux ensemble en Tunisie voir Bourguiba, parce qu'il fallait mettre au courant nos alliés les plus proches, n'est-ce pas? Pas signer un accord sans. Que mon avion, et le premier détournement d'avion se fait. C'est mon avion avec une partie de la direction de la Révolution qui est volé en l'air par des chasseurs français. C'est le premier détournement d'avion. Ils sont gênés, nos amis français, quand je leur rappelle que le premier détournement, c'est eux qui l'ont fait. Contre des gens avec lesquels ils négociaient depuis 8 mois. Mais ils préparaient la fameuse attaque contre Nasser, vous savez, tripartite. Donc il y avait un scénario de l'armée, cette armée qui va essayer d'ailleurs l'OAS d'occuper la France, etc. C'est les militaires qui décident de détourner l'avion dans lequel je me trouvais, avec une partie de la direction. Nous étions 4 ou 5 membres, et qui nous arrêtent, qui nous emmènent. Je ne sais pas, par miracle, on n'est pas tué sur place. Ils nous amènent, mais devant la réaction des Marocains, des Algériens, Tunisiens, des peuples. Il y a eu des centaines de Français tués au Maroc, à coups de hache, à coups de ceci, à coups de cela, et en Tunisie aussi, n'est-ce pas? Et devant, disons, cette bain de sang, ils ont eu peur, n'est-ce pas, d'en finir avec nous. Ils nous ont emmenés en France à la santé. C'est là que, après, parce que j'avais fait 2 ans et demi en prison, je fais 5 ans et quelques en France, c'est là, juste avant que je sorte, qu'il y a l'affaire du Congo. Et je suis de là, je suis habité totalement. Moi, le Congo m'a habité, c'est l'Afrique d'une façon générale. Et je sors vraiment de prison pour aller prendre le pouvoir en Algérie, complètement, vous savez, habité par ça. Lumumba, la façon dont ils l'ont tué, c'est quelque chose de moi qui m'a habité, vous savez, totalement. Mais vous-même, vous avez été condamné à mort. Moi, j'ai été condamné à perpétuité, je ne sais pas combien de fois. Mais ils m'ont mis, j'étais à 10 mètres de la guillotine. Ils m'ont mis là pour me couper la tête. Enfin, la révolution se développait, il fallait qu'ils négocient, il fallait qu'ils arrêtent. Bon, j'étais indispensable, il fallait quand même qu'ils négocient. Finalement, on a négocié, j'étais en prison, ils ont essayé de m'empêcher de faire partie de la négociation, mais finalement, bon, ils ont permis à des dirigeants algériens de venir nous voir en prison. Donc, finalement, on a fait la paix, voilà, on a fait la paix. Mais alors je sors complètement bouleversé par la mort de j'ai suivi en prison pas à pas ce qui s'était passé en gros. Et notamment l'assassinat de Lumumba. J'étais habité, sincèrement, je suis sorti complètement bouleversé de la façon dont on avait tué Lumumba. Et bon, je deviens président de la République, premier ministre, premier de la République, et on fait tout de suite l'OUA.
Et c'est là, je m'excuse, où je m'excuse de dire cela, sur mon initiative, on crée le Bureau de libération de l'Afrique, présidé par un colonel algérien en Tanzanie, et qu'on commence l'action en Afrique, bon, et puis, bon, à ce moment-là, Mandela vient, c'est moi qui l'ai entraîné en Algérie. Il vient en Algérie, on l'a entraîné, on l'a armé, on l'a... Que vient Nieto, l'Angola, il vient, je l'arme, etc. Et voilà, il repart. Chissano, qui est actuellement président de Mozambique. Bon, Amilcar Cabral. Oui. Vous l'avez connu aussi? Oui, non seulement connu, mais entraîné, etc. etc. Kaunda, ensuite la Zambie. Ossende Afana, vous l'avez connu? Pardon? Ossende Afana du Cameroun. Du Cameroun, oui. Oui. D'ailleurs, j'ai eu de très mauvais rapports avec Aïdjo, vous savez, vraiment, c'est presque insulté. Parce qu'il venait aussi de tuer, rappelez-vous, en Suisse. Voilà. Félix Moumier. Oui, oui. Et bon, et sincèrement, je me suis impliqué totalement en Afrique en faveur, disons, de la lutte de libération. On a entraîné, parce que l'Algérie est devenue tout de suite, je m'excuse un peu de ce mot, la mère des mouvements de libération. Et puis vient Che Guevara, à ce moment-là aussi, parce qu'il fallait lutter en Amérique du Sud. Et Cuba ne pouvait pas faire ça, parce que, vous savez, ils ont la fameuse base de Guantanamo, ils contrôlent, vous savez, un fil rentre, ils sont au courant. Donc, Castro m'envoie Che pour me dire, Ahmed, on ne peut plus rien faire pour l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux? J'ai dit oui tout de suite. Et donc, on installe un état-major sud-américain là-bas, et puis on commence donc à agir, et puis là, on a envoyé des armes aussi, on a entraîné des amis. Tenez, le Bravo qui existe encore aujourd'hui, Bravo, 17 ans. Ben, c'est moi qui lui ai envoyé des armes. On est grands amis maintenant. Mais donc ça nous ramène un peu à notre première photo où nous avons Yerodia qui était à l'époque un des dirigeants du Conseil national de la Révolution. Et le Che qui est venu, il est resté 6 mois en Algérie, et c'est d'Alger qu'on a tout organisé. C'est moi qui l'ai fait connaître aussi, Nasser, donc il a vu. Et bon, avec Che, vous savez, on dormait à 2h, 3h du matin. On construisait le monde de bas en haut, tous les soirs. Vous savez que quelque chose qui est mal connu, que ce bonhomme qui était fantastique, c'était un énorme malade, vous savez, il avait un asthme, mais au dernier degré. Quand il avait sa crise, alors il y avait un seul remède, vous savez, j'avais une voiture qui fait des 200 à l'heure, avec des motards devant. Et je l'ai amené à Sharia, c'est une montagne à 60 km. Parce que seule la montée en altitude calme automatiquement. Il devenait, vous savez, c'était pas un simple asthme, mais un asthme au dernier degré, vous savez. Il devenait vert. Et alors quand on arrivait, je me rappelle, en haut, tout de suite, donc ça allait mieux pour lui. C'est un grand malade finalement qui a été... Et c'est donc de là qu'il a commencé à aller d'abord à Cabinda, rappelez-vous, puis ensuite alors au Congo. Et alors évidemment, moi j'étais habité, je vous dis, le Lumumba c'est quelque chose pour moi qui est resté. Oui, parce que ça c'était aujourd'hui encore, sincèrement. On peut dire que c'est Pierre Moulele qui était le ministre de l'Éducation qui a repris sa lutte. Et alors c'est cette lutte en 64 que vous avez soutenue à fond. Oui, alors la lutte c'est comptable. Alors on se réunit à l'OUA et personnellement, et aussi, je dis il faut absolument qu'on crée, parce que vous savez, depuis le matin, on commençait à parler de banque, de ceci. Nous étions la minorité, vous savez. Bon, on était 7-8, Nasser. Il y avait Nyerere, il y avait Modibo Keïta, il y avait Sékou Touré, il y avait une Kwame Nkrumah qui était fantastique, habité par l'unité africaine à ce moment-là. Il y avait Kenyatta, n'est-ce pas? Il y avait Nasser et moi. Voilà, donc ce groupe-là se réunissait à part, pas avec les autres. Et d'abord, on bâtissait notre stratégie, on essayait de faire passer ce que nous voulions, notamment le fameux bureau de libération, ça on l'a fait passer par, c'est pas moi parce que moi je ne serais pas passé, on l'avait donné à Modibo Keïta, respectable, vous savez, c'est passé comme une
comme une lettre à la poste. Et tout de suite, donc, on a installé le bureau en Tanzanie, présidé par un colonel algérien, parce qu'on avait quand même la pratique de l'armée de libération chez nous, et qu'on a commencé à entraîner les gens. Et la première tâche, c'était, je me rappelle, la lutte qui était menée par les Lumumbistes, au Congo, vous savez. C'était l'insurrection populaire lumumbiste que vous les dirigez. Il n'y avait que Stanleyville, vous savez, donc, et ces 8 pays qui se réunissaient à part avec m'ont chargé disons, d'alimenter cette lutte-là. Je me suis arrangé d'avoir des avions Antonov achetés par les Chinois aux Russes, et j'ai créé un pan aérien, vous savez, de l'Algérie, un avion qui allait, et l'autre qui disons, qu'on chargeait, vous savez, qui partait tout de suite après. Avec vraiment, il y avait toujours un avion en l'air qui partait d'Algérie vers Stanleyville. Kisangani aujourd'hui. Kisangani, oui, c'est ça. Et avec armes, évidemment. Et c'était des avions chinois? Des avions non, c'était de fabrication russe. De fabrication russe. C'est M. Lachine qui les a payés. Je vous dis ça, si vous racontez l'histoire. À l'époque, ça n'allait pas du tout entre les Chinois, mais enfin, je faisais attention à ce que je disais quand même, parce que, bon, on était un groupe, ils savaient que vous voulez de très bons rapports avec l'Algérie, sincèrement. Mais pour nous, le critère, c'était, disons, les armées de libération, les luttes de libération nationale. Donc, on devait, par exemple, je demande aux Chinois, je n'ai pas un sou personnellement. Les Chinois demandent, achètent un Antonov. Et les Chinois viennent se plaindre, disent, c'est salopard, je m'excuse, de Russes, ils nous ont fait payer 2 fois le prix. J'ai dit, l'essentiel, c'est qu'on a l'Antonov, on avait 2. L'un qui remplissait les armes et l'autre qui volait pendant que l'autre, on le remplissait le temps que l'autre revient. Et on brûlait les frontières. J'ai jamais demandé, par exemple, la Tunisie, parce que c'est les Américains, je m'excuse. Bourguiba, et donc je brûlais les frontières, et l'avion allait comme ça. Bon. Dès qu'il passait, la Tunisie c'était le plus dur, la Libye, il s'est passé, c'était un gouvernement, mais enfin, était d'accord. Ensuite c'était l'Égypte, évidemment, l'Égypte était pour. Mais sincèrement, j'ai brûlé toutes les frontières, je n'ai jamais demandé une autorisation, et on a fait ça. Mais malheureusement, on est arrivé un peu en retard parce que les Français étaient là fortement, et surtout l'Afrique du Sud. Oui, les mercenaires. De l'apartheid. Et donc, j'ai vécu ce drame aussi de la tombée de Stanleyville, vous savez. Bon, mais j'ai continué surtout avec, je peux dire sincèrement que avec Nieto et l'Angola, c'est l'ambassade algérienne qui a, disons, été essentielle dans tout ça, à travers cette ambassade, avec nos amis angolais. Et ça, c'est ça qui a fait aussi que par suite Cuba est venu, vous savez, et, donc, et que finalement disons, d'autres pays comme notre ami de l'ex pays raciste, hein, Mugabe. Hein, donc nous avons été impliqués totalement, mais d'abord pour l'Angola très très fortement avec Nieto, etc. Mais tous nos frères africains. Et avec ceux qui avaient déjà eu l'indépendance, comme le Mali, comme Sékou Touré, nous avons établi des rapports de troc, vous savez. On n'a jamais compté ce qu'on donnait. Jamais. Mais le bateau, moi j'envoyais surtout des armes, j'envoyais aussi des cadres, j'envoyais, etc. De la farine, le cas échéant. Mais je voulais que le bateau revienne, mais jamais les bateaux ne sont revenus. Il fallait qu'ils soient pleins. Ils mettaient du bois d'ébène. Oui, qui était très cher. Oui. Les Africains ne voulaient pas que mon bateau algérien revienne vide après avoir.
Mais il y avait une philosophie oui, c'est ça. d'avenir Moi, derrière. Je voulais compter mieux en ce qui concerne l'Algérie. Donc on n'avait jamais le ministre du Commerce qui jamais, on n'a jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai donné, combien ça a coûté, combien j'ai reçu. Sincèrement, je ne peux pas dire. Mais j'ai pratiqué ça avec Modibo Keïta, avec Sékou Touré, avec le Congo, Brazzaville, avec évidemment avec la Tanzanie. La Tanzanie, nous avons remis sur celle, vous savez, ils ont eu un coup d'État militaire contre Nyerere. C'est un simple adjudant, donc les Anglais ont montré. J'ai envoyé un bateau avec la population du Sahara, c'est des Noirs chez nous, comme des Africains. Et on a remis sur le trône Nyerere, avec des armes aussi. Et aussi Kenyatta qui avait peur, etc., m'avait demandé de mettre des soldats. J'ai dit oui, tant que tu peux. Et vraiment, on a connu une période extraordinaire de fraternisation entre nos pays. Nasser était là à fond aussi, Nasser, Nyerere, Kenyatta, Kwame Nkrumah qui est fantastique, ce monde-là. Cette idée de l'unité de l'Afrique, on peut dire elle l'habitait. On n'a pas tenu une réunion sans qu'ils nous disent, mais enfin, il faut qu'on s'unisse tout de suite. Il y a des périodes fastueuses comme ça, n'est-ce pas, où des dirigeants se situent au niveau des aspirations de leur peuple. Ils prennent aussi une dimension. Je m'excuse, moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais totalement habité par ça et j'ai tout fait pour armer, pour aider, pour... Vous savez, tous les mouvements de libération étaient, même les Vietnamiens étaient en Algérie à l'époque. Tout c'était là. Et nous sentions que c'était un devoir sacré. Quelqu'un qui vient nous dire, donnez-nous des armes, donnez-nous de l'argent pour nous libérer, c'était sacré. C'était sacré, il fallait qu'on fasse quelque chose. Vous savez, le Viet Minh, c'est la première délégation extérieure, c'est l'Algérie, c'est pas Moscou. Non, ils sont venus d'abord en Algérie. Et tout le monde, même Che Guevara, lorsqu'il est sorti, vous savez, il était ministre, il est sorti vraiment pour appliquer sa fameuse théorie de los 1000 fuegos, les 1000 feux. Il est venu en Algérie parce que, sincèrement, oui, le continent africain était celui où ça bougeait le plus. Celui où, disons, les luttes de libération partout, partout. En Angola, mais enfin partout en Afrique. Et donc l'Algérie a beaucoup aidé la lutte de libération au Vietnam. Corps et âme, je vous assure, corps et âme dans ça. Nous avons donné des bourses à tous nos frères africains, vous savez, pour nos universités. Elles étaient complètement envahies par, disons. Mais parce que nous pouvions le faire. Voilà aussi, n'est-ce pas? C'est un pays qui a quand même une certaine richesse, agricole, etc. Et parce que tout un peuple, finalement, était disposé à assumer ça. Je peux dire, j'aurais rien pu faire si mon peuple n'était pas à 95% derrière moi, voilà. Les Algériens, et puis, je vous assure, c'est un grand peuple, c'est un peuple qui... c'est toute son histoire, c'est ça, n'est-ce pas? C'est un peuple qui est fantastique lorsqu'il faut faire face. Et c'est une histoire tout à fait particulière. C'est un peuple inouï lorsqu'il faut se battre, lorsqu'il faut faire face, et c'est ça qui... On avait 850 000 soldats, vous savez, à la fin. Nous sommes pas au Vietnam à 12 000 km, c'était à 1 heure de Marseille, vous savez. Et 2 500 000 colons, tous armés, tous, etc. Tous vraiment. Mais tout un peuple, les femmes, les hommes, nos enfants, sont levés, une saignée formidable. 1 500 000, on faisait 8 millions, vous savez. Quand vous avez 1 500 000 tués, combien de blessés? 3 fois, vous savez. Il n'y a pas une famille chez nous qui n'a pas eu des tués, des blessés. Pas une. Pas une. Ou qui n'ait pas été totalement, disons, arasé, comme on dit, totalement. Mais sincèrement, l'Afrique, l'Algérie, de cette époque, c'était l'Afrique qui l'habitait. C'était l'Afrique, vraiment. Alors là, et disons, le spectre de Lumumba nous a habités, personnellement, je vous assure. J'étais blessé. Lorsque nous avons appris qu'il y avait une réunion au Caire et qu'il y avait Tchombi qui venait comme chef de gouvernement.
Tout de 64. suite, le bureau politique, on se réunit, il me dit Ahmed, tu peux pas, toi, comment on va s'asseoir avec un tueur comme ça? Comment? Et on décide, donc, parce que le ministre des Affaires étrangères de la République égyptienne avait dit, nous, en tant que pays, nous ne pouvons pas refuser un chef de gouvernement, n'est-ce pas? Et ça, évidemment, chez nous, on dit, il n'y a rien à faire, ça. Il n'est pas question que tu t'assoies avec Tchambé. C'est pas possible. Notre peuple va nous étriper. Qu'est-ce que... Et donc, ils m'ont dit, tu ne vas pas. J'ai dit, non, je vais. Mais à l'aéroport, je règle ce problème. Ou Tchambé n'assiste pas, ou je reprends mon avion. Et c'est ce que je fais. J'arrive, je vous assure. Tout de suite, il vient, il m'embrasse, il me dit, on va devant... Vous savez qu'on fait la première chose qu'on fait, on s'incline devant le drapeau. J'ai refusé d'aller, j'ai dit non, je ne vais pas. Il faut que je règle avec toi un problème. Il me dit, mais non, on va aller. Je dis non, avant ça, parce que moi je reprends mon avion. Est-ce que Tchambé va assister? Il me dit, qu'est-ce que tu... J'ai dit, oui, ton ministre. Il me dit, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je ne veux pas que Tchambé assiste. Je ne peux pas m'asseoir à côté de Tchambé. Je ne peux pas te voir, toi, t'asseoir à côté de Tchambé. Je ne peux pas faire ça. Je prends mon avion tout de suite. Je suis venu pour toi, parce que je ne peux pas te faire de ne pas venir, etc. Il me dit, mais tu ne veux pas qu'elle assiste? Je dis non. Elle me dit, elle n'assistera pas. Allez, on va. Et maintenant, cette ligne devant. Et puis après, il me dit, il faut qu'on aille voir Tito, il faut qu'on le convainque de ça. Et ça a été encore plus facile. On va voir Tito, j'ai de très bonnes relations avec lui. Et je lui ai dit, finalement, j'ai dit, Tito, tu vas t'asseoir à côté de Tchambé. Il réfléchit un petit peu, tu as raison, je ne peux pas m'asseoir. Voilà comment on a réglé ça. Il est arrivé, ils l'ont mis dans le bateau de Haïlé Sélassié, qui était le président d'honneur de l'OUA. On avait fait Athènes, il a pris à Athènes. Avec lui, ils l'ont mis, les États-Unis l'ont mis dans son avion, parce que Haïlé Sélassié, c'était le président d'honneur. Ça n'a fait rien. Il est arrivé, on l'a mis en prison. Il n'y a pas un pays qui a protesté. Vous savez, il est tout le temps de notre travail, pendant une semaine comme ça. Il a refusé de manger tout ce qu'on lui avait. Il avait apporté des boîtes de sardines. Il n'a mangé que des boîtes de sardines, je vous assure. Il s'est nourri avec sa délégation de boîtes de sardines. Il avait peur qu'on l'empoisonne. Et après, on a demandé à ce que nos ambassadeurs rejoignent nos pays parce qu'on savait qu'ils se vengeraient sur notre. Et à ce moment-là, bon, on a arraché. Mais il s'est trouvé que aussi, ils viennent avec son avion, il était toujours Premier ministre, il survole l'Algérie et son avion a une panne. Et il descend en Algérie. Bon, ben, il a été emprisonné et ils l'ont aidé un peu à mourir. Voilà, c'est ça. Donc, cet assassin, cet homme ignoble, etc., finalement, il est mort en Algérie, comme il se doit. Tout ça, voilà, c'est la suite de la façon dont vous avez suivi la mort de Lumumba. Moi, nous avons vécu donc cette phase qui est extraordinaire, disons, de libération. Puis on a terminé, on a liquidé le colonialisme comme ça. C'est-à-dire, on l'a enterré, mais avec des prolongements quand même en Afrique. Parce que l'Afrique, elle a un péché mortel. C'est le continent le plus riche du monde, et notamment le Congo. C'est ça le Congo. Il a un péché, il est trop riche avec ce système. Ce système vous fouche la paix si vous n'avez rien. Si vous avez des richesses, il faut qu'il... Par la coopération, par la dette que vous ne payez jamais, qui vous harponne, par. Le Congo est le pays le plus riche du monde. L'Afrique est le pays le plus riche. L'eau, elle a plus d'eau que tous les autres continents. Elle est plus riche que tous les autres continents. C'est ça son malheur, avec le système dit libéral. Alors la traite, etc., la guerre coloniale. Bon, je suis très content que le pape ait parlé de ça, que le Parlement français ait demandé pardon à l'Afrique à cause de la traite. Je souhaite que les autres pays le fassent. Et que vis-à-vis de notre pays, les Français, mais c'est leur affaire, qui demandent pardon au peuple algérien parce qu'ils ont fait très mal. Mais il m'est arrivé parce que maintenant je travaille dans l'antimondialisation, je parlais donc à Londres, lorsqu'il y a eu les 2 500 000 personnes qui sont venues, et j'ai dit, je suis de ceux qui ont fait sortir les Français de chez nous, mais aujourd'hui, sincèrement, je dis vive la France. À cause de Chirac, de sa position, à cause de la position de Villepin. Ça honore la France.
Ça montre quand même que la France est un grand génie, un grand peuple, etc. C'est pas un peuple qui a une histoire de 300 ans comme M. Bush. Vous parlez maintenant de la dernière guerre que les Américains sont en train de mener en Irak. Oui, en Irak maintenant. Est-ce que, pour terminer, on peut retourner un moment au Congo? Parce que Oui, vous avez probablement suivi les événements du Congo avec l'arrivée du pouvoir, au pouvoir d'abord. Voilà, je suis très heureux. Sincèrement, je ne veux pas m'impliquer, je veux pas faire être accusé de ça, mais moi je suis très content que le fils de Kabila soit. Je souhaite qu'il soit. Je souhaite qu'il. Mais il a beaucoup de problèmes. Je vais vous dire, il a. Vous avez dit que vous avez 86 ans, lui il en a 32, donc pour porter le poids d'un pays pareil. Oui, le pays pareil, un pays riche. Un pays riche qui est plein de potentialités. Qui a de l'eau, qui a des diamants, qui a de l'or, qui a le nouveau produit là dont nous parlons. Le coltan. Oui, seul au monde. C'est un pays béni par les cieux, mais il est une malédiction dans un système libéral de M. Bush. Et je prie pour lui, je souhaiterais. Moi, mon histoire pratiquement a commencé par une blessure grave en moi, la liquidation de Lumumba. Je ne suis pas guéri de ça. J'ai tout fait pour bouter le colonialisme de l'Afrique. J'ai réussi beaucoup. Là, j'ai réussi beaucoup. Après, bon, c'est autre chose, parce qu'il y a toujours le système mondial. Mais j'ai une histoire riche. J'ai vécu. J'ai une histoire, j'ai beaucoup souffert, je suis allé en prison, si je suis vivant, c'est pas de ma faute. Voilà, j'ai une histoire très, très riche. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Congolais qui nous écoutent aujourd'hui? De rester unis, voilà, de rester unis. Et de veiller à ce qu'à leur pays, qui est le pays le plus riche du monde, mais c'est ça le péché. Vous savez, s'il n'y avait qu'un désert, il n'y avait rien du tout. Moi, mais c'est vrai que le désert, il y a le pétrole, voyons. Mais voilà, leur péché, c'est le péché du capitalisme, c'est ça. Voilà. La traite, tout ça, vous voyez. Je souhaite que l'Europe demande pardon à l'Afrique. Parce que, je vais vous dire pourquoi je souhaite. Parce que je pense que quand on demande pardon, on se guérit soi-même, n'est-ce pas? Eux-mêmes se guérissent. Mais aussi, ils déterminent chez celui d'en face, disons, le désir de pardonner, je veux dire, voilà, n'est-ce pas? C'est un peu le psychanalyse, il va sur le divan, hein, lorsqu'il dit réellement, il est non seulement la maladie, il est guéri, n'est-ce pas? Bon, nous aussi, ça nous guérirait de voir que celui qui a fait le geste de nous faire mal regrette. Actuellement, je suis heureux que la France ait ce rôle-là, qu'elle a essayé d'éviter ce crime que Bush est en train d'accomplir contre le berceau de l'humanité. Et son ministre des Affaires étrangères de Villepin, je suis très content parce que c'est un grand peuple, c'est un peuple, moi j'admire, c'est un peuple énorme, il y a une énorme culture qui est très très fin, vraiment. Et je suis heureux de voir que la France maintenant essaye d'œuvrer pour la paix, n'est-ce pas, d'œuvrer pour... Ça honore son peuple, malgré tout ce que peuvent faire les Américains pour maintenant. Oui, je m'excuse de dire ça. Ils sont en train disons, de punir les Français. Ils ne veulent plus manger leur fromage. Eh bien, ils mangeront moins bien, parce que c'est la meilleure cuisine du monde. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Déjà, ils n'ont pas une belle cuisine. Hein, voilà. Ok, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et j'espère que ça pourra profiter à la jeunesse du Congo que vous avez tant. Mon salut le plus fraternel, le plus chaleureux. Et dites-leur que je demeure un soldat vraiment pour un Congo libre, complètement souverain, qui se met à vivre de nouveau. Voilà. Merci beaucoup.